Il existait une tactique précise que les opérateurs ukrainiens de drones FPV ont utilisée cette nuit-là. Une tactique qui a pris la colonne ennemie totalement par surprise et a transformé en quelques minutes une opération logistique soigneusement orchestrée en un chaos de flammes et de métal tordu. La colonne progressait de façon coordonnée, l'itinéraire semblait sécurisé, l'espace aérien paraissait maîtrisé. Et pourtant, un corridor logistique stratégique s'est embrasé en moins de 90 secondes après le premier impact. Imaginez un instant que vous êtes analyste de défense, installé devant vos écrans quelque part entre Paris et Lyon, étudiant des cartes, des rapports, des images satellites. Ce qui s'est passé cette nuit-là ressemblait, à première vue, à une opération de routine. Mais à mesure que les détails ont émergé, une évidence s'est imposée. C'était un cas d'école de la guerre par drone moderne, précise, implacable, construite sur une logique que les forces armées ukrainiennes perfectionnent chaque jour dans des conditions de combat réelles, à des milliers de kilomètres de nos frontières, mais avec des implications directes pour la sécurité européenne tout entière. Peu avant 6 heures du matin, une importante colonne ennemie avançait à vive allure sur un axe devenu indispensable après que des frappes précédentes avaient coupé les itinéraires d'approvisionnement alternatifs. La formation était impressionnante. Camions-citernes, lourds porteurs chargés d'obus d'artillerie et de missiles, véhicules blindés avec des groupes de soutien et des blindés de transport de troupes en escorte. Le commandant de la colonne avait délibérément choisi l'heure du départ. L'activité antérieure des drones ukrainiens l'avait convaincu que la nuit, l'espace aérien au-dessus de ce corridor était libre. Cette conclusion s'est révélée être une erreur fatale. Une unité spécialisée de drones FPV des forces armées ukrainiennes opérant sur cet axe, de telles unités sont aujourd'hui nombreuses, de la région de Kharkiv à Zaporijia, de Kherson au Donbass, maintenait sa position. Cette unité existait précisément pour ce type de mission, complexe, à haute valeur stratégique, où la rapidité d'action, la coordination et la capacité à tromper l'adversaire comptent plus que le volume de matériel engagé. La surveillance de l'itinéraire durait depuis de nombreuses heures. Quelques minutes après l'apparition de la colonne sur les images de reconnaissance, 32 drones FPV ont décollé simultanément. La colonne se trouvait à moins de 11 minutes de marche d'un nœud logistique ennemi crucial. Si elle avait atteint sa destination, les réserves de carburant, de munitions et les effectifs auraient été reconstitués avant la prochaine phase de l'offensive. Elle ne devait pas y arriver. Cependant, au moment où les premiers drones FPV ont commencé à émettre leurs signaux de commande, le système de défense anti-drone ennemi a réagi. À proximité de la route, un complexe de guerre électronique fonctionnait en mode automatique, une plateforme équipée d'un radar, de capteurs électroniques et d'algorithmes de suivi. En une fraction de seconde, elle a intercepté les signaux de commande sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Les données ont immédiatement afflué vers le réseau de commandement ennemi. Les batteries d'artillerie positionnées à plusieurs kilomètres derrière la colonne ont commencé à recevoir des coordonnées. Les servants des pièces n'avaient pas besoin de voir les drones. Il leur suffisait de localiser la source des signaux et la direction de l'essaim qui approchait. Simultanément, un drone de reconnaissance ennemi tournait dans les airs, scrutant l'espace à la recherche de signatures thermiques, d'antennes et de positions camouflées. Ayant détecté la position de commandement présumée de l'unité ukrainienne, sa caméra gyrostabilisée a verrouillé la cible et émis un marquage infrarouge codé. La position dissimulée devenait un point de frappe désigné pour des obus d'artillerie guidés. Les données du système de guerre électronique, du drone de reconnaissance et du radar de contre-batterie ont été synchronisées via le réseau tactique ennemi. Les positions de commandement présumées des forces armées ukrainiennes ont commencé à se regrouper sur les écrans de commandement adverses. En 90 secondes, ces coordonnées pouvaient devenir des points de frappe pour l'artillerie lourde. Il faut s'arrêter ici et mesurer pleinement ce qui se joue. Pour un observateur français, qu'il soit étudiant en relations internationales à Sciences Po Paris, ingénieur de défense à Toulouse, ou simplement citoyen attentif à l'actualité géopolitique, cette séquence n'est pas une abstraction lointaine. C'est une démonstration concrète de la façon dont la guerre technologique du XXIe siècle se mène réellement, à quelques heures de vol de Marseille ou de Strasbourg. Et c'est une leçon que les spécialistes militaires ukrainiens étudient et appliquent chaque jour sur le terrain. La première équipe savait exactement ce qui approchait. Agir trop tôt, et l'essaim de drones FPV risquait d'être neutralisé par la guerre électronique avant d'atteindre les cibles les plus précieuses. Attendre trop longtemps,
et les équipes de commandement seraient détruites avant qu'un seul drone frappe. La décision fut prise d'attaquer et de lancer simultanément le transfert de contrôle. La première équipe a transféré le contrôle de ces drones à une deuxième équipe, déployée à environ 1,5 km de là. Les drones en cours de transfert sont passés temporairement à une navigation par point GPS, quelques secondes de vol, sans contrôle actif d'un opérateur. À une vitesse de plus de 100 km/h, ces secondes représentaient des centaines de mètres de vol semi-autonome. Si le transfert avait échoué, une grande partie de l'essaim aurait pu s'écraser ou atteindre la cible dans un mauvais ordre de formation. Le transfert a été finalisé au dernier moment possible. 35 secondes plus tard, la position que la première équipe venait de quitter était détruite par des tirs d'artillerie. Les opérateurs couraient déjà à travers un champ à découvert. La deuxième équipe contrôlait désormais 20 drones FPV, ce qui avait presque doublé la signature électromagnétique détectée par les systèmes ennemis. Les obus d'artillerie ont commencé à tomber près de leur position. L'un d'eux est tombé si près qu'une vague de poussière a balayé toute l'équipe, mais les opérateurs n'ont pas lâché leur télécommande. Le calcul était précis. L'artillerie ennemie avait besoin d'un certain nombre de secondes pour corriger ses coordonnées et tirer la salve suivante. L'équipe ukrainienne n'avait besoin que de quelques secondes pour transférer le contrôle. La troisième équipe tenait déjà ses systèmes en alerte, prête à prendre le relais dès que la deuxième équipe serait contrainte de se replier. L'obus suivant est tombé plus près. Le souffle a frappé les opérateurs en pleine poitrine. Personne n'a lâché sa télécommande. Le transfert à la troisième équipe a été finalisé sous le feu. La deuxième équipe a abandonné tout ce qui n'était pas absolument critique: sacs de couchage, rations, équipement personnel. Ils n'ont emporté que les tablettes de commande, les émetteurs de signal, les batteries et les antennes directionnelles. Pendant ce temps, 32 drones FPV approchaient de la colonne ennemie simultanément depuis 3 directions, à basse altitude, chaque groupe maintenant son propre échelon, son propre axe d'approche et sa propre fenêtre temporelle. Un front atmosphérique arrivait, avec des éclairs sous de lourds nuages bas. Chaque décharge générait une impulsion électromagnétique susceptible de perturber les signaux de commande. Les batteries se vidaient. Il restait moins de 3 km jusqu'à la colonne. C'était la seule vague d'attaque. Il n'y en aurait pas d'autre. Les blindés d'escorte ont réagi. Leurs canons automatiques balayaient le ciel à basse altitude par courtes rafales. Pendant quelques secondes, l'espace aérien devant la colonne s'est transformé en zone de tir croisé. Mais cet essaim n'approchait pas d'une seule direction. 5 drones FPV ont été abattus dans les premières secondes du feu défensif. Cette perte avait été intégrée au calcul dès le départ. Les drones restants ont poursuivi leur descente, passant dans les intervalles entre les rafales et se dispersant sur l'ensemble de la formation. Les premières cibles étaient les camions-citernes. 8 drones FPV ont touché les groupes de citernes à l'avant et au centre de la colonne. Les petites charges militaires perçaient les parois des réservoirs, déchiraient les conduites de carburant et enflammaient les vapeurs comprimées. La première explosion s'est élevée en une boule de feu orange. Le carburant en flammes s'est répandu sur la chaussée, propageant le feu sur toute la voie de circulation. Les véhicules derrière freinaient dans la confusion. 3 autres drones FPV ont été abattus lors de l'approche finale. Mais 5 autres ont atteint les véhicules d'escorte, frappant les blocs de vision, les compartiments moteurs et les bases des tourelles, plutôt que le blindage le plus épais. Les systèmes de visée ont été endommagés. Au moins un véhicule d'escorte a perdu sa mobilité. Le bouclier de protection a commencé à s'effondrer. Puis, la fumée a tout changé. La visibilité le long de la route est tombée à quelques mètres. Les équipages des blindés ne pouvaient plus distinguer clairement les drones qui approchaient. Dans cette fumée, le groupe suivant de drones FPV a ciblé les lourds camions chargés d'obus d'artillerie et de missiles. Quand le premier drone a touché une plateforme chargée, des explosions secondaires ont suivi. Les obus et les missiles ont détonné en réaction en chaîne, projetant des éclats et du feu des 2 côtés de la route. Un camion en feu a entraîné dans les flammes le véhicule qui le suivait. En quelques secondes,
le centre de la colonne s'est transformé en une série d'explosions en cascade, comme des dominos. Un pilier de fumée s'est élevé à des centaines de mètres et dérivait au vent au-dessus des champs ouverts. Les derniers drones FPV ont frappé les véhicules blindés de transport de troupes, ciblant les compartiments moteurs et les sections latérales, là où le blindage était le plus mince. La formation s'est disloquée dans le chaos. Les conducteurs abandonnaient leurs véhicules et fuyaient dans les fossés. 3 camions ont tenté de quitter la route, mais se sont enlisés dans le sol meuble et n'ont pas pu échapper au feu qui se propageait. L'axe avait cessé d'être un corridor logistique. La logique stratégique de cette frappe est d'une clarté absolue, et elle parle directement à quiconque s'intéresse à la défense européenne depuis Paris, Lyon ou Marseille. Il n'est pas nécessaire d'attaquer de front des lignes défensives fortifiées. On frappe ce qui maintient ces lignes en état de combattre, le carburant, les munitions et les transports. Une citerne détruite ralentit une unité mécanisée. Un camion de munitions qui explose fait taire une batterie d'artillerie. Une colonne bloquée sur son itinéraire oblige l'adversaire à chercher un contournement, augmente le besoin d'escorte, détourne les moyens de défense antiaérienne vers les zones arrières et le contraint à trouver des alternatives sous une pression croissante. Pour nous, en Europe, et particulièrement en France, pays qui contribue activement au soutien à l'Ukraine et qui débat de sa propre posture de défense dans un continent transformé par ce conflit, cette leçon a une dimension concrète et pratique. Pensez-y en termes que nous connaissons bien. Si l'on voulait paralyser la région Île-de-France, on ne s'attaquerait pas aux bâtiments les plus solides. On couperait les autoroutes A1 et A6, on bloquerait les dépôts de carburant de Gennevilliers, on interromprait les flux ferroviaires de la gare de Lyon. La logistique, c'est le système nerveux de toute opération militaire, et c'est précisément ce que les forces armées ukrainiennes ont compris mieux que quiconque. Un drone FPV valant quelques centaines d'euros peut détruire du matériel valant des dizaines de millions. Et la prochaine bataille décisive peut être gagnée ou perdue non pas sur la ligne de contact, mais à des dizaines de kilomètres de là où le carburant attend dans des citernes et où les munitions sont stockées dans des dépôts. Les forces armées ukrainiennes accumulent une expérience de combat à un rythme sans équivalent depuis des décennies. Des unités de la région de Kharkiv aux brigades sur l'axe de Zaporijia, cette armée apprend comme aucune autre armée au monde ne le fait en ce moment. Et cette expérience, les experts militaires français, les think tanks parisiens, les académies de Saint-Cyr et les industriels de défense de la région toulousaine l'étudient avec une attention croissante. Parce que ce qui se passe à des milliers de kilomètres de la Bretagne ou de la Provence redéfinit les règles de la guerre moderne pour les décennies à venir. Chaque frappe de ce type ne détruit pas seulement des véhicules, elle exerce une pression sur l'ensemble du système logistique ennemi. Et la logistique, dans une longue guerre, c'est tout. Si cette analyse vous a donné une compréhension plus claire de la façon dont la guerre moderne par drone se mène réellement, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Cela permet de faire connaître ce type d'analyse détaillée à un plus grand nombre de personnes qui veulent comprendre ce qui se passe au-delà des titres du Monde ou du Figaro. Écrivez en commentaire quel sujet vous souhaitez qu'on analyse ensuite, vos questions façonnent.